Bonjour, je suis ravie d'être ici et d'inaugurer les sessions que nous allons organiser à l'invitation de Salesforce, entreprise Salesforce France, très engagée sur les questions d'égalité et de la féminisation des femmes dans la tech et qui a intégré récemment le Cercle Interrel. Le Cercle Interrel a été fondé il y a près de 20 ans, un peu plus de 20 ans même, pour attirer et retenir les femmes dans les milieux de la tech, dans les milieux des entreprises, et regroupe aujourd'hui 16 réseaux d'entreprises dans le secteur technologique et scientifique. Alors on inaugure cette session sur une question très importante qui est la féminisation des instances dirigeantes et évidemment toute la question de la gouvernance en entreprise. Et j'ai l'immense honneur et plaisir d'accueillir sur ce plateau Marie-Pierre Rixain. Marie-Pierre Rixain, qui est députée de l'Essonne, présidente de la délégation et droits de femmes et l'égalité femmes-hommes à l'Assemblée nationale, et qui est celle qui a, je dirais, forcé tous les obstacles pour présenter une proposition de loi dont on va parler tout à l'heure, mais évidemment qui a cristallisé pas mal l'opinion puisqu'elle aborde et elle propose en effet aux entreprises une proportion de femmes dans les instances dirigeantes. Cette loi a été adoptée à l'Assemblée nationale et maintenant va être en lecture au Sénat. Et je me tourne, et là, je suis ravie d'accueillir Anne-Gaëlle Schall. Anne-Gaëlle Schall est présidente de IBM Global Financing. Elle a intégré IBM, je crois, il y a une dizaine d'années. 15 ans déjà. 15 ans déjà. Et IBM, entreprise fondatrice du Cercle Interrel, et elle nous en parlera, et qui en effet a une politique de mixité et de féminisation des instances dirigeantes depuis de nombreuses années et qui nous permet d'avoir des femmes de talent à la tête de cette belle entreprise. Merci beaucoup et merci à nouveau à Salesforce de nous accueillir. Alors, ma première question, Marie-Pierre, je me tourne vers vous. Bon, voilà, où en est-on de la loi? On en a beaucoup parlé. Ça a été, je dirais, c'est vraiment pour nous, les réseaux féminins engagés sur ces questions-là, une grande victoire, une première victoire de savoir qu'il y a une proposition de loi adoptée à l'unanimité à l'Assemblée en mai. Où en sommes-nous aujourd'hui? Parce qu'évidemment, nous attendons, il y a déjà la première étape qui est l'Assemblée nationale, mais maintenant le Sénat. Et comment voyez-vous la suite? Bonjour à toutes et à tous. Merci Catherine de votre invitation. Et je dois dire peut-être avant de vous livrer l'agenda futur de cette proposition de loi que les réseaux féminins des entreprises ont également joué un rôle très important dans l'élaboration de ce texte et ont évidemment été auditionnés. Et à travers le Cercle Interrel, je souhaite les en remercier. Dire tout simplement en effet que ce texte a été adopté donc à l'unanimité des groupes politiques de l'Assemblée nationale. Donc l'ensemble des groupes politiques ont voté ce texte qui en effet, je crois, a trouvé une forme de consensus sur le fait qu'il fallait que les femmes aujourd'hui soient à la fois reconnues comme des sujets économiques à part entière, trouvent leur place dans notre économie, à tout point de vue d'ailleurs, dès la disposition de leurs revenus jusqu'à les opportunités qui sont les leurs dans les entreprises, mais également l'accès au financement. Ce texte a été nourri évidemment des débats parlementaires et je m'en réjouis des contributions de tous les groupes à la fois en commission et dans l'hémicycle. Aujourd'hui, il doit être mis à l'ordre du jour du Sénat pour que les sénateurs et les sénatrices puissent le voter. Et je pense que ce sera le cas d'ici évidemment la fin de l'année. On a à la fois évidemment une ministre, Elisabeth Moreno, qui est très mobilisée sur ce point. Elisabeth Borne également, Bruno Le Maire ont également, je crois, soutenu vivement ce texte et se sont réjouis de son adoption. Donc maintenant, nous allons poursuivre cette navette parlementaire et je ne doute pas que les sénateurs contribueront également de manière très intéressante à nourrir ce texte. Donc vous êtes confiante sur la suite, il faut. Mais c'est vrai que c'est intéressant de savoir, avant de poser la question à Anne-Gaëlle, de voir en effet comment ça se passe dans les entreprises. Quels sont un peu les principaux obstacles que vous avez rencontrés? C'est vrai que les réseaux féminins sont beaucoup engagés. Nous étions très engagés, mais on a aussi, ce que je voudrais saluer, c'est vraiment aussi la relation entre le politique et la société civile. Vous avez fait énormément d'auditions. Il y a eu beaucoup d'échanges avec le réseau TOGAP, qui est un collectif qui regroupe les réseaux professionnels publics et privés, avec toute une série d'autres réseaux. Et aujourd'hui, je dirais quels ont été, peut-être les principaux obstacles, parce que le mot quota fait toujours peur. Il y a toujours des résistances dès qu'on parle de quota.
Alors, je dois en effet souligner que ce texte est également le fruit d'une négociation, mais également le fruit d'une concertation avec la société civile. Donc, au-delà des réseaux féminins, évidemment, les entreprises, les organisations patronales, les organisations syndicales ont été auditionnées. Et ce texte est également le fruit de mon travail à la présidence de la délégation et des rencontres que j'ai pu faire avec différentes femmes qui m'ont livré les difficultés qui étaient les leurs, soit lorsqu'elles sont en situation de monoparentalité ou dans des difficultés de précarité, mais également celles qui ont des difficultés en effet à accéder à des postes de responsabilité. Le terme de quota, je ne sais pas s'il fait toujours peur. En tout cas, je sens qu'il y a une maturité de la société qui a évolué. Marie-Jo Zimmermann, qui avait donc porté la fameuse loi Copé-Zimmermann, explique, et on se souvient tous des unes à l'époque qui en effet défrayaient véritablement la chronique. Et cette loi était véritablement une révolution parce qu'il y avait eu également une réforme constitutionnelle pour que ce texte puisse être adopté. Aujourd'hui, nous allons plus loin. Nous allons plus loin parce que au-delà d'un objectif chiffré, d'un quota dans les conseils d'administration, donc moi j'ai souvent l'habitude de dire qu'il s'agit d'un escalier extérieur à l'entreprise. Là, nous souhaitons véritablement fissurer le plafond de verre, voire même parfois un plafond de béton armé, et donc construire un escalier intérieur qui font que, dans le dernier cercle de celles ou de ceux qui peuvent accéder à un COMEX ou à un CODIR, il y ait véritablement une parité, une égalité, afin que les femmes puissent autant que les hommes avoir leur chance et leur place dans les CODIR et les COMEX. Donc, je dirais que oui, forcément, il y a encore quelques craintes parce que certaines entreprises peuvent avoir des difficultés de recrutement, et je l'entends, et nous avons pris suffisamment, je crois, de mesures dans le cadre de ce texte pour s'assurer qu'il n'y aurait pas de sanctions qui tomberaient alors même que les entreprises ont fourni les efforts nécessaires. En revanche, les entreprises qui pourraient, mais qui ne voudraient pas permettre aux femmes d'accéder à des postes de responsabilité, en effet, se verraient sanctionnées, mais d'ici 10 ans. Peut-être terminer par dire que vous l'avez vous-même évoqué, le cercle Interrel a été créé pour faire en sorte que les femmes se sentent à leur place dans un certain nombre de secteurs professionnels. Et nous sommes ici sur Vivatech, nous sommes sur le président de la République l'a rappelé, c'est un secteur qui évidemment est pourvoyeur d'emplois, évidemment extrêmement décisif pour l'économie de demain. Il faut que les femmes y aient leur place. Et les entreprises de ce secteur vont certainement aussi avoir des difficultés de recrutement. On le sait, certaines nous en font part. Et le fait forcément d'élargir le vivier de recrutement permet à ce que les entreprises soient plus performantes. Et une jeune femme qui verrait que dans un secteur ou dans une entreprise, il n'y aurait aucune femme autour du CODIR et du COMEX, et donc n'aurait pas, comme me dit Clara Corazza, une potentielle place au soleil, nécessairement se tourne vers un secteur professionnel qui sera davantage féminisé, où elle se sentira en tout cas on le sentira en tout cas qu'elle a davantage d'avenir pour sa carrière. Oui, tout à fait, vous avez raison, et c'est vrai que l'importance des rôles modèles, alors je crois qu'on en a un là, de rôle modèle, Anne-Gaëlle Schall, qui est donc présidente IBM Global Financing, et c'est vrai qu'on a besoin de la loi, mais il se trouve que chez IBM, suite à cette politique de mixité menée depuis de nombreuses années, vous avez un COMEX paritaire, donc vous y êtes arrivé sans la loi. Exactement, sans la loi, mais avec beaucoup de volontarisme et quand même une histoire, on peut le dire, depuis la création d'IBM, on a quand même une volonté on va l'appeler diversité, puisque IBM était une des premières entreprises à intégrer les femmes, une entreprise de la tech à intégrer les femmes aux États-Unis, puis ensuite des races différentes, des personnes handicapées, etc., LGBT. Donc voilà, c'est quand même dans notre ADN. C'est ça. Et soyons clairs, pour moi, c'était un enjeu pour rentrer chez IBM. Enfin, voilà. Ensuite, on a eu une présidente qui s'appelle Ginny Rometty, qui a aussi favorisé la progression des femmes. Et maintenant, on est dans une politique encore plus volontariste. C'est-à-dire qu'en Europe, on a la volonté d'avoir au moins 30% des femmes à des postes de direction, des postes qu'on appelle exécutifs. Et c'est à peu près en fait la proportion que vous avez dans la proposition de loi. Alors, je pense que c'est intéressant de regarder comme on a fait chez IBM, c'est-à-dire que les dirigeants ont dans leurs objectifs
cet objectif de parité. Donc ils sont, on va dire, incentivés, excusez-moi pour le franglais. Donc ils ont un bonus. En fait, ils ont un bonus sur ce thème-là. Donc, et ça veut dire qu'à compétence égale, c'est toujours une femme qui sera choisie. Voilà, donc on a cette politique en Europe pour IBM Europe depuis 5 ans. Ça passe aussi par des initiatives, ce qu'on appelle Elevate Plus, c'est-à-dire pour ce qu'on appelle un échelon préparation à la direction. On a des promotions de femmes qui vont être mises en visibilité auprès du top management et donc qui vont être coachées, formées, également sur les soft skills, sur comment se présenter, sur comment intervenir dans un débat, voilà, enfin, tout ce que, on va dire, les femmes sont un peu moins... je fais une généralité. Le développement du leadership, oui, voilà, c'est ça. Un peu de leader, voilà. Et ça va les mettre en visibilité au moment où il y aura des choix de poste. Voilà. Très bien. Alors oui, en effet, vous notez, c'est intéressant, toutes les actions qui sont faites vis-à-vis des femmes, en fait, pour les aider. Mais je crois que ce qui est important aussi, et vous en avez parlé, c'est de créer aussi un climat qui soit bienveillant, finalement, qui accepte justement cette diversité. Moi, j'ai connu, ayant travaillé pour des entreprises dont ça faisait partie de l'ADN. Et c'est vrai que c'est un message fort, mais est-ce que justement, vous voyez aujourd'hui dans la société cette prise de conscience de la valorisation de cette mixité? Il y a eu toute une série d'études. Les études montrent l'importance de la mixité pour la performance, mais au-delà de la performance, c'est vraiment un enjeu vital de société. Est-ce que vous sentez aujourd'hui que c'était le bon moment justement de faire une proposition de loi telle que la vôtre? Ce qui est certain, c'est que la question du gender equality, de l'égalité entre les femmes et les hommes, au-delà du fait d'être la grande cause du quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est véritablement aujourd'hui un sujet, on l'a vu également évidemment avec MeToo, avec tous ces débats-là, et on sent bien qu'aujourd'hui, c'est véritablement un sujet presque éthique d'égalité dans notre société. Mais c'est vrai que moi, je n'oppose absolument pas la question du principe de société et de la manière dont on voit les uns et les autres pouvoir partager à la fois le pouvoir, la place dans les médias, dans la vie économique, et également la performance. On aurait tendance à dire que dans les pays anglo-saxons, on ne voit que la performance, et en France, pendant très longtemps, on ne voyait que ce principe même d'égalité entre les femmes et les hommes. Moi, je crois que les deux, foncièrement, vont de pair. Une société qui est plus égalitaire est une société où également les stéréotypes sociaux volent en éclats à la fois pour les femmes, mais évidemment également pour les hommes. Un journaliste me demandait la dernière fois si finalement le fait d'avoir davantage de femmes dans des postes de direction, ça allait changer l'organisation des entreprises, permettre à des réunions de ne pas se dérouler à 18h, à 19h, à 20h. Moi, je lui disais, j'espère que ce ne sera pas forcément cet aspect-là qui va être retenu. Parce que je ne vois pas pourquoi une femme ne pourrait pas assister librement à une réunion à 18h, à 19h, participer à un dîner le soir à réseauter comme un homme le soir à un dîner à 20h. Le vrai changement, c'est lorsque les hommes comme les femmes comprendront que la charge parentale, évidemment, et la charge familiale doit être partagée de manière équilibrée, de manière à ce que chacun ou chacune, à un moment donné de sa vie, de la semaine, de sa carrière, puisse se consacrer à son travail, à ce qui la passionne ou à ce qui le passionne. Donc je crois que le changement de société, il est plutôt là. Je crois qu'il faut sortir de cette idée de l'executive woman des années 80 qui a 3 biberons et 2 dossiers dans son sac à main. On peut très bien être une femme investie, parfaitement professionnelle. Et puis à d'autres moments, c'est ce que dit Clara Guémard, parce qu'un enfant est malade, parce qu'on a une obligation familiale, davantage consacrer de temps à sa vie familiale. Donc je crois que l'équilibre, il est plutôt ainsi, et laissons les femmes vivre pleinement leur vie professionnelle comme elles l'entendent.
C'est le message qu'on donne aux nouvelles générations et un meilleur partage des tâches. Et le congé paternité, d'ailleurs, déjà une première étape, en espérant en effet qu'il sera pris par les hommes et que en effet les entreprises accepteront ce congé paternité. Alors moi, j'aimerais qu'on aborde un autre sujet. Enfin, vous l'avez déjà mentionné, qui est vraiment parce que l'un des articles intéressants, c'est l'article 5, je crois, sur la construction d'un index dans les filières d'enseignement supérieur, justement pour établir cet équilibre et de ne pas faire en sorte que toutes les jeunes filles aillent dans les filières littéraires et puis les garçons dans les filières scientifiques. Et je pense que c'est intéressant, je voudrais le dire, c'est la proposition de loi, finalement on parle beaucoup de l'article 7, mais en fait ce qui est bien, c'est que vous avez brossé quand même de façon très large un petit peu toutes les conditions finalement qui permettent aux femmes, que ce soit la question de l'autonomie financière, l'accès au financement et cette question d'index. Alors vous pouvez nous en parler un peu plus, comment vous voyez en fait les critères, je dirais, parce que c'est vrai, l'orientation, alors certes elle démarre au tout jeune âge, mais déjà vous démarrez par l'enseignement supérieur avec cette idée d'index qui permettrait un index de l'égalité, tel que c'est précisé dans la proposition de loi. Mon intention, c'était de repartir en amont. On ne peut pas faire peser sur les seules entreprises la responsabilité d'une répartition inégale dans les secteurs professionnels entre les femmes et les hommes, alors même que l'on sait que les racines sont très profondes. Et l'enseignement supérieur a un rôle important à jouer. Moi, je le vois depuis 4 ans que je suis élue. Je vais régulièrement dans des écoles, notamment de codage, où on me dit régulièrement on aimerait bien avoir davantage de filles, mais nous n'en avons pas. Alors même que je crois que finalement, un certain nombre de jeunes femmes m'ont raconté que parfois elles fuient en fait ces écoles parce que c'est le phénomène de tuyaux fuyants, parce que les écoles ne sont pas suffisamment women-friendly, j'ai envie de dire. Et moi, le modèle que je trouve vraiment intéressant, on l'a auditionné à plusieurs reprises, c'est le modèle de l'école 42 porté par Sophie Viguier, je pense qu'elle doit être là et elle a dû présenter son dispositif où quand elle est arrivée, il y avait 18% de femmes. Aujourd'hui, elles sont entre 42 et 46%. Mais à l'instar de ce que vous disiez concernant IBM, elle a mis en place un certain nombre elle avait un objectif de résultat et donc elle a développé un écosystème qui était à la fois accueillant et qui permettait aux jeunes femmes, aux femmes, de se sentir pleinement légitimes. Et donc, en effet, moi, je souhaite que l'enseignement supérieur se pose un certain nombre de questions. Lorsque, par exemple, un couple de parents est revenu vers moi en me disant qu'ils auraient bien aimé que leur fille soit prise sur une école de préparatoire scientifique, mais que malheureusement, il n'y avait pas suffisamment de place pour les filles dans les internats. Et donc, nécessairement, il y a moins de jeunes filles qui vont dans cette classe préparatoire. Donc, on voit bien que ce sont des petites choses très anecdotiques. Et donc, moi, je souhaite en effet que les universités livrent une photographie des choix, d'options, de la répartition genrée entre Parcoursup et, in fine, le nombre d'étudiants qui sont diplômés. Mais en effet, également les choix d'options. Lorsqu'on prend l'exemple d'une école de commerce, on s'interroge souvent en disant mais c'est étonnant que des filles et des garçons qui sortent d'une école de commerce n'aient pas, in fine, le même revenu à la sortie de l'école. Tout simplement, ça tient au choix de l'option. C'est-à-dire qu'une majorité de garçons choisiront la finance, tandis que les filles choisiront les RH et la communication. Et je n'ai rien contre les RH et la communication. Le fait est que ce sont des secteurs qui sont moins rémunérateurs. Donc il faut qu'il y ait des choix qui soient éclairés de la part des uns et des autres, et puis de faire en sorte que chacune et chacun se sente pleinement légitime dans les choix qui sont les siens. Oui, parce que surtout, il n'y a pas de fatalité. Je dirais que les femmes et les filles ne s'intéressent pas à la tech. Juste, je fais un intermède, mais j'ai travaillé pendant 15 ans pour Lenovo, et en fait, entreprise d'origine chinoise. Et en fait, j'ai découvert, en passant d'IBM à Lenovo, qu'il y avait plein de femmes en Chine dans les filières scientifiques et technologiques. La patronne du laboratoire de l'intelligence artificielle était une femme. Et en fait, on se rend compte que dans un certain nombre de pays, pour des raisons d'ailleurs diverses et variées, politiques, culturelles, historiques, parce que par exemple au Moyen-Orient, finalement, les femmes voient que c'est un métier très rémunérateur qu'elles peuvent faire de chez elles. Donc vous voyez énormément de femmes qui choisissent ces métiers-là au Moyen-Orient, en Inde, dans les pays arabes et dans les pays asiatiques. Alors justement, c'est un cheval de bataille quand même du cercle Interrel et de toutes les entreprises membres. Et je sais que chez IBM, depuis longtemps, on s'y attelle parce qu'en fait, il faut faire venir les femmes. Pour que les femmes soient à la tête, il faut en effet les faire venir. Et c'est vrai que le vivier, comme on dit, on a toujours l'impression d'être un poisson, mais enfin bon, disons que
en effet, la base, on n'est jamais à 50% de femmes, hein, de toute façon, dans la base des salariés. Hein. Donc, comment vous faites pour attirer justement les jeunes filles et les jeunes femmes dans votre entreprise? Donc, je vais rebondir sur ce que disait Marie-Pierre tout à l'heure. C'est quand on voit qu'il y a un comité exécutif à parité, on se dit qu'on a du potentiel. Donc déjà, on va attirer plus de femmes. Et je pense que quand on fait des recrutements, il faut s'obliger à avoir minima 50% de candidates. Voilà, ça commence par le recrutement. Même si c'est difficile, il faut à nouveau être volontariste sur ce sujet. Ensuite, on a, chez IBM, on a aussi une politique où justement on intervient dans l'éducation. On a créé des classes qu'on appelle PITEC, en fait, qui sont où on intervient auprès d'élèves depuis le BEP jusqu'au BTS et on va les accompagner, les mentorer pour les inclure et les acculturer au milieu de la technologie et de l'entreprise. Et dans ces filières aussi, on essaye de recruter des femmes. Donc pour moi, ça commence très tôt. Je trouve que l'article 5 est vraiment une très bonne avancée. Ce que je vous disais hier dans notre échange, c'est que j'aimerais qu'on aille encore au-delà, toujours, évidemment, vers les lycées, pour que les lycées aussi aient de la transparence sur comment ils orientent dans les filières et dans les options maintenant. Et je pense que, pareil, ça aurait cet effet d'attraction pour les femmes d'aller dans un lycée où il y a la parité dans toutes les options, y compris les options scientifiques. Merci, en effet, ça c'est un enjeu vital. On en parlera tout à l'heure, d'ailleurs dans la prochaine session qui va être animée par Marine Rabérin aussi du Cercle Interrel sur l'intelligence artificielle, parce qu'en effet, que dans ces métiers-là, si en effet on n'a pas de femmes, ben, derrière les algorithmes, on va se retrouver avec des solutions et des robots qui ne vont pas nous ressembler, donc de façon tout à fait très très grossière. Mais je crois que c'est important. Alors, je ne sais pas, on me dit que peut-être vous devez partir très rapidement. Je ne sais pas s'il peut y avoir, si on peut prendre quand même une question dans la salle. Est-ce qu'il y a une question que vous souhaitez poser à nos panélistes? En plus, c'est un homme, donc c'est merveilleux. Alors, écoutez, je vais vous passer mon micro, si vous pouvez vous avancer pour qu'on puisse vous filmer. Non, ma question, elle était en rapport au fait que comment justement les hommes peuvent aider cette cause et comment agir finalement pour positivement inclure les femmes. Très bonne question. Et on a besoin de vous. Alors, je vous donne la parole, Marie-Pierre. Bah écoutez, déjà vous dire que cette proposition de loi n'aurait pas été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale sans la conviction d'un homme qui la porte. On est vraiment sur... on a coutume de dire il y a deux jambes. Donc il y a Christophe Castaner d'un côté qui porte véritablement politiquement également le combat à mes côtés pour faire en sorte que ce texte puisse être discuté, et ça a été le cas pour qu'on puisse le discuter en première lecture à l'Assemblée. Il œuvre également pour que ce texte soit adopté définitivement. Donc des hommes qui se battent, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de battre, mais c'est quand même un combat, pour faire reconnaître la place des femmes, notamment dans certains secteurs. Il y en a, et il y en a beaucoup. Il y a également des chefs d'entreprise qui sont remarquables. Je sais également qu'au MEDEF, il y a également des chefs d'entreprise qui sont présents et qui sont extrêmement mobilisés sur la question. Donc des hommes engagés, il y en a. Ils en sont eux-mêmes convaincus. Il y a encore probablement quelques résistances, mais moi je suis très optimiste parce que ce ne sont que des poches de résistance. Et ces poches de résistance sociétale, elles vont être comme ça avalées par une vague qui va les submerger. Aujourd'hui, chacun est absolument convaincu de la nécessité de la place des femmes dans une diversité de secteurs, y compris les hommes, parce que les hommes peuvent très bien aussi ne pas avoir envie d'être le pater familias qui a le revenu le plus important au sein de la famille. Les hommes peuvent aussi aspirer à s'occuper de leur famille ou d'une activité associative, politique, personnelle. Donc on est, je crois, sur un meilleur équilibre. Et donc, moi, le conseil que je vous donnerais, c'est déjà, à titre personnel, lorsque vous voyez
dans votre entourage la moindre réflexion sexiste, eh bien être du côté des femmes et les soutenir, parce que c'est pas toujours évident de dire là vous êtes en train de dépasser la ligne rouge. Donc être avec elles. Super, en effet, on compte sur vous, parce qu'en effet, pour chasser justement ce sexisme et créer un environnement favorable et bienveillant. Alors chez IBM, je crois qu'il y a même un réseau qui a été constitué d'hommes, non? Oui, Gender for Equality, donc les hommes qui se battent aux côtés des femmes. Voilà, tout à fait. C'est assez récent. Hein, ça a été Oui, mais créé enfin, c'est toujours à l'avant-garde, oui. Oui, tout à fait. C'était en 2020, effectivement. Et alors, qu'est-ce que fait ce réseau et que font les hommes, je dirais, enfin, qu'est-ce que vous leur donneriez comme message, justement, à l'image de ce qu'a dit Marie-Pierre, pour pouvoir soutenir ce combat pour l'égalité? Moi, je pense que c'est à titre personnel, hein, c'est un peu dans le prolongement de ce que vous disiez, Marie-Pierre, c'est-à-dire prendre sa part du quotidien, prendre sa part et son congé paternité pour s'occuper des enfants, voilà, équilibrer déjà au quotidien. Et je pense que ça essaimera partout après dans la carrière des femmes également. Oui, donc je crois que c'est une belle conclusion de cet enjeu vital de l'humanité, de la société. C'est vrai que, écoutez, on a beaucoup d'espoir avec cette loi. Quand on voit, c'est vrai, on compare beaucoup avec la loi Copé-Zimmermann, et c'est vrai qu'il y avait un homme aussi. Et quand on voit les progrès en 10 ans, hein, passer de 10% à 46% de femmes dans les conseils d'administration et être, je dirais, la France championne au niveau européen, eh bien, on souhaite toutes, et vraiment encore un immense merci Marie-Pierre Rixain, et puis tous, je dirais, les députés et puis toutes les personnes qui agissent, parce que finalement c'est un enjeu pour l'ensemble, pour les entreprises, pour la société, pour les nouvelles générations, parce que je suis sûre que voilà, nous sommes confiantes et optimistes que cette loi sera adoptée. Et je crois qu'on peut dire, hein, Anne-Gaëlle, que les entreprises qui sont ici sont, je dirais, en ordre de marche pour pouvoir appliquer cette loi, parce que ça va aussi les valoriser. Je dirais, il faudrait voir, voilà, la loi n'est pas seulement une contrainte, mais c'est un outil de valorisation pour cette même bataille. Vous voulez intervenir? Oui, non, et d'attraction, de valorisation et fait. d'attraction des talents, clairement. Voilà, pour en effet attirer les talents féminins à la tech, à Vivatech, et qu'il y ait beaucoup plus de femmes encore, n'est-ce pas, à la direction des entreprises qui sont à Vivatech. Merci beaucoup à toutes les deux. À toutes et à merci tous, bonne Marie-Pierre et journée. merci Anne-Gaëlle. Merci. Merci. Au revoir.